Le numérique responsable, ça va être un croisement, selon moi, de problématiques entre les usages et les outils. C'est-à-dire à la fois se poser la question de nos matériaux, de nos terminaux, et à la fois de se poser la question de nos usages, c'est-à-dire nos pratiques, nos façons de faire. On ne peut pas limiter le sujet du numérique responsable au simple impact carbone. Il y a d'autres enjeux qui sont plus importants, mais en même temps, on doit réussir à faire converger à la fois les questions numériques et d'environnement. En revanche, la question qu'on doit se poser, c'est comment on peut faire mieux, plus efficient, plus durable et plus vertueux. Moi, je suis chercheuse au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, donc en informatique, et du coup, plutôt avec un angle sur l'efficacité énergétique des systèmes distribués. Le numérique, en effet, il est responsable d'impacts environnementaux et sociétaux qui sont positifs et négatifs. Et pour moi, la question, c'est de savoir si ces impacts négatifs, on peut les réduire afin qu'ils soient compatibles avec nos limites planétaires. Et donc, interroger notamment nos usages du numérique pour que cela soit compatible avec ces limites. Donc la notion de géonumérique responsable, cet enjeu est différent selon le type de structure, en sachant qu'on est à la fois des TPE, des PME et des grandes structures. Toute la difficulté, c'est bien sûr d'avoir une démarche aussi bien sur le cycle de la vie de la donnée, aussi bien sur la gestion des infrastructures de données, aussi bien au niveau aussi de nos salariés, au niveau de la responsabilité sociétale, d'agir sur ces différents éléments, ces différents volets, pour vraiment avoir une démarche la plus, je dirais, responsable, éco-responsable. Et le numérique responsable, c'est une démarche qui vise à réduire les impacts environnementaux et sociaux du numérique. Et donc, avec une approche analyse de cycle de vie multicritère pour, sur chacune des phases du cycle de vie, diminuer les impacts environnementaux. Et puis, ce qui est important aussi, c'est parler de sobriété numérique, en s'interrogeant systématiquement, notamment sur le besoin. Carte ONG, on est à la fois un acteur opérationnel de terrain auprès des humanitaires, mais on est aussi de jouer un rôle de think tank auprès des acteurs de la solidarité internationale. Et ça fait quelques années qu'on milite en fait pour une vision responsable de la donnée au sens global. Mais c'est aussi une vision responsable sur l'inclusion et la participation en fait des citoyens qui sont amenés à contribuer à utiliser ces systèmes, et aussi une vision de respect en fait des droits des usagers, donc avec toute la question de la protection des données. La priorité des priorités, c'est d'utiliser le plus longtemps possible ces équipements, et donc de mettre en œuvre des politiques de réparabilité, de réparation, de réemploi, d'utilisation de produits reconditionnés. En informatique, on travaille principalement sur 3 axes de recherche. Donc le premier, c'est mesurer les impacts, parce qu'on a encore très peu d'études complètes là-dessus. Donc ces impacts positifs et négatifs, multicritères, tout au long du cycle de vie des équipements. Travailler sur l'efficacité, donc c'est-à-dire rendre le même service avec un impact moindre, et travailler sur la sobriété, c'est-à-dire questionner les usages, les besoins et les systèmes en eux-mêmes. Et ces 3 axes, en fait, ont des tensions en eux-mêmes. Est-ce qu'il faut continuer à essayer d'avoir des analyses de plus en plus précises, et à quel coût, en temps, en ressources, etc. Alors que l'impact est probablement pas très grand sur les décisions des citoyens, des collectivités, des entreprises. Sur la partie sobriété, la question qui revient souvent, c'est finalement qui va décider de ces bons usages, de ces meilleurs usages, qui va quantifier ça. Et du coup, comment on va décider collectivement, solidairement, de ces bons usages. L'informatique, dans beaucoup de secteurs, sert à optimiser, à rendre plus efficace tout un tas de processus industriels notamment. Et donc cette efficacité, jusqu'à maintenant, elle a surtout été au service d'effets rebonds. Plus on optimise la façon avec laquelle on utilise du numérique, par exemple, on l'a vu avec le cloud computing qui a permis de virtualiser les systèmes et donc d'augmenter leur efficacité. En 2030, on va être à plus 45% sur l'empreinte carbone. Alors, ce qui est encourageant, c'est qu'on a fait des scénarios alternatifs d'éco-conception ou de sobriété numérique, et on voit que si on met en place des politiques fortes, on va diminuer typiquement les nouveaux réseaux. Peut-être individuellement consomment un peu moins, mais il va y avoir une telle explosion du volume de données, et notamment des objets connectés,
qu'on va tripler, si on ne fait rien, les émissions. Je m'interroge encore sur comment rendre plus vertueux la production de la géodata, comment on arrive à collecter juste ce qui est nécessaire. Et ça, je pense qu'à la fois au niveau des prestataires et des donneurs d'ordre, il y a du travail. Une collecte avec une faible empreinte carbone, donc une collecte en voiture me paraît pas opportun. Mais quelle est l'alternative aujourd'hui? Pareil pour produire de l'orthophoto. Je pense que les solutions hélicoptères et avions ont fait ses preuves. Je ne vois pas d'orthophoto faite par Montgolfière et je ne suis pas sûr que le donneur d'ordre sera prêt à la payer. Donc il y a tout un chemin, je pense notamment sur la production de la donnée, un chemin au niveau de l'entreprise, dans sa manière de la produire, la manière aussi d'évangéliser et de sensibiliser aussi les donneurs d'ordre et nos clients et usagers qui ont aussi envie de posséder de l'information, de posséder de la donnée, de stocker cette donnée, alors que dans le contexte actuel, il faut vraiment avoir l'approche sobre et juste stocker ce qui est nécessaire et bien sûr penser à la rationaliser. Alors c'est vrai aussi depuis, on commence à évoluer. Pendant 20 ans, on a surtout été concentré à numériser de la donnée. Aujourd'hui, on commence à passer à l'étape de l'actualisation, de la mise à jour. Donc j'espère qu'elle sera moins consommatrice, moins énergivore. J'ai encore des doutes parce que derrière, c'est beaucoup de moteurs de calcul pour aller détecter le changement. On a des membres qui, par exemple, des producteurs de données satellitaires, donc qui possèdent des satellites, qui disent qu'ils réfléchissent sérieusement à une façon de produire des données à la demande. Est-ce qu'on va bloquer l'accès à ces technologies qui sont évidemment utiles? Je pense à, on a parlé du Maroc, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye ces derniers jours également. Des outils très simples en fait de remontée de données, de capteurs, etc. sont manquants. Est-ce qu'on va bloquer l'accès à ces systèmes-là, à ces pays? Parce que nous, en fait, on est trop voraces, si je peux dire, sur des usages qui sont questionnables en termes de l'apport qu'ils ont en plus. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et je vais plutôt voir le côté positif des évolutions. Si tant est qu'on en connaisse effectivement la meilleure manière de les utiliser avec efficience. On utilise un jumeau numérique parce que c'est un outil d'aide à la décision et ça c'est factuel. Une carte et donc le jumeau numérique, une carte virtuelle de notre territoire qui, si elle est plus précise, nous permet de prendre des décisions plus efficientes. Le jumeau numérique à Angers, on l'a concentré sur 2 cas d'usage qui me semble pertinent par rapport à notre territoire. Un, la simulation des crues, et deuxièmement, les îlots de chaleur. Ça veut dire, comment est-ce qu'on fait demain pour anticiper une construction? On doit faire mieux avec moins. C'est-à-dire continuer à poursuivre une qualité de service, un service public, un service à la population qui soit efficient, avec, on va le dire, des contraintes, 1, budgétaires, et 2, environnementales. Donc comment est-ce qu'on fait mieux avec moins? Et la data, la donnée, nous aide à cela. La donnée, aujourd'hui, pour moi, si on le prend plutôt comme un facteur positif d'aide, d'accélération de la transition écologique. On a, depuis 1 an et demi, une charte du numérique responsable. On a créé notre propre charte. On est la seule ville de France qui, dans ses modules de formation à ses agents, avec la DRH, un module de formation spécifique maintenant pour tout nouvel arrivant dans la collectivité, spécifique au numérique responsable. On a renouvelé nos baies de stockage, elles sont 3 fois moins énergivores aujourd'hui qu'elles n'étaient avant. Bref, il faut que les collectivités montrent l'exemple, comme le privé montre l'exemple, c'est l'affaire de tous. On sait par exemple que les véhicules maintenant vont être un grand vecteur d'acquisition de données, un peu comme les satellites, mais ça c'est déjà connu. Qu'est-ce qu'on va en faire? Un membre nous a même parlé ils avaient un projet de saisir des données avec des vélos, par exemple, d'équiper des vélos de capteurs. C'est très intéressant de voir que la production d'appareils, c'est 70% de l'empreinte carbone. Les gens, ils pensent toujours, ah oui, mais c'est le stockage, c'est les données, etc. Certains de nos membres, on a des très grandes sociétés, même mondiales, qui sont membres. Et eux, il faut les rendre sensibles au fait que leurs applications
induisent effectivement un changement au niveau d'appareil. C'est une question compliquée de savoir quel est l'impact de notre usage dans le cloud. Nous, ce qu'on préconise plutôt, c'est de regarder pour un usage donné avec des serveurs qu'on maîtrise et puis allonger la durée de vie au maximum, comme on l'a dit. De toute façon, c'est la clé pour réduire les impacts actuellement. L'autre point sur le cloud, c'est que ça dépend beaucoup aussi de la façon dont le centre de calcul est géré. Il y a une partie non négligeable des impacts qui est due au refroidissement s'il n'est pas bien fait, et aussi à la gestion en elle-même des serveurs. Par exemple, les serveurs, lorsqu'ils sont inutilisés, consomment beaucoup d'énergie. Ils consomment énormément d'énergie à ne rien faire, ce qui est assez contre-intuitif pour les utilisateurs, puisqu'ils pensent que juste décroître leurs usages, ça suffit. Et en fait, non. En fait, pour pouvoir vraiment diminuer l'impact du cloud en lui-même, il faut décroître sa taille et donc décroître le pic d'usage. Et l'autre impact sur cette partie cloud, c'est du coup vraiment les usages. On en a parlé déjà, mais se questionner sur le besoin de ces usages. Quantifier les impacts de ces usages, c'est utile. Et quantifier combien ça coûte d'augmenter de quelques pourcents la précision de nos modèles. Oui, mais la précision implique des modèles plus complexes et évidemment, il y a un facteur X qui va augmenter le volume en fait, de ces données. Pour faire des jumeaux digitaux qui soient de meilleure qualité, on multiplie par... c'est même pas multiplication, c'est des facteurs qui multiplient les données et ça, c'est un enjeu important. L'usage du cloud pour le SIG d'Ingénieurs Métropole, il nous a été indispensable pour assurer une continuité de service aux communes lorsqu'on a subi une cyberattaque. Il y a un vrai sujet, c'est aussi la fin de vie de la donnée. Voilà. Il y a plein d'applications qui sont développées avec des historiques de données et puis finalement elles sont plus utilisées et elles restent dans les data centers, dans le cloud. Et il faut vraiment travailler sur ce sujet de la gestion de la fin de vie. On sait gérer la fin de vie des équipements, on ne sait pas gérer la fin de vie de la donnée. La mutualisation, elle est nécessaire et c'est même l'ADN de la donnée et encore plus de la donnée géographique. Et donc j'ai 2 exemples sur ce qu'on met en place à la région Pays de la Loire. Le premier, c'est Géopal, qui est un portail régional de l'information géographique mutualisé à l'échelle de la région. Et aujourd'hui, Géopal, c'est 3 millions d'investissements sur la période 21-27 grâce au CPER. C'est des projets autour de la prise de vue aérienne, autour des jumeaux numériques, autour du LIDAR, etc. à l'échelle de toute la région. Il y a une bonne manière ou non d'ouvrir des données, notamment en privilégiant la qualité, l'usage, le service derrière plutôt que la quantité et le volume des données. Ce qu'on peut se constater, en tout cas, c'est que les outils de mutualisation et notamment l'open data, elle permet assez souvent ce qu'on peut appeler en économie du leapfrogging. C'est, vous savez, quand on passe directement au portable sans installer des réseaux de téléphonie fixes. Et en fait, c'est ce genre de choses que ça permet. Je vais prendre un exemple tout bête. Traditionnellement, on aurait voulu créer un SIG dans un pays quelconque. On aurait ramené moult infrastructures, disques durs, etc. pour des projets peut-être qui ne dureront pas très longtemps et qui finiront par dormir sur une étagère. Si on prend une plateforme comme OpenStreetMap, en fait, elle permet aujourd'hui à un certain nombre de, par exemple, collectivités locales africaines d'avoir une infrastructure géographique de base qui ne vaut pas un SIG complet, mais sur laquelle elles peuvent se brancher pour ajouter des usages sobres avec des logiciels libres, etc., qui évitent la mise en place de toute cette infrastructure. Cet exemple, il est assez localisé, mais en fait, c'est quelque chose qui vaut, y compris pour nous, et bien plus globalement. On mesurera jamais, en fait, ce que ça aura permis d'économiser que chacun de ces acteurs ne reconstruise pas individuellement une base mondiale de données avec la précision de celle de Google. On a l'habitude de mettre tous les logiciels que l'on développe, tous les systèmes qu'on implémente, sous format libre, à moins d'accords de confidentialité avec les constructeurs ou les fournisseurs avec lesquels on travaille. Effectivement, le libre, ça permet une mutualisation, mais ça peut aussi favoriser certains effets rebonds. On le voit par exemple avec l'utilisation de la plateforme Git, que vous devez tous connaître, qui permet de mettre à disposition de manière plus ou moins ouverte des données, des logiciels, etc. Et il peut y avoir de très nombreux forks, donc de très nombreuses réutilisations de ces codes. Et si elles ne sont pas mutualisées, il y en a de plus en plus. Je dirige un groupement de services du CNRS qui s'appelle EcoInfo,
qui étudie les impacts environnementaux et sociétaux du numérique. On a été sollicité par le ministère de la Transition écologique sur cette question de l'impact de l'intelligence artificielle. On a une étude aussi qui va démarrer là, c'est pour mesurer les impacts globaux de services numériques qui permettent de diminuer les impacts environnementaux d'autres secteurs économiques. Et donc on va identifier une trentaine de cas d'usage. Et sur ces 30 cas d'usage, il y aura peut-être des cas d'usage où l'IA sera utilisée. Est-ce qu'il y a un usage derrière? Est-ce que vous faites de l'IA parce qu'il faut faire de l'IA, ou est-ce que vous faites de l'IA parce que vous avez un besoin qui nécessite l'IA? Et en fait, au final, il faut en revenir à des questions très basiques d'éco-conception des services numériques et de bonne conception. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est extrêmement important, c'est de faire de l'éco-conception numérique. L'éco-conception des services numériques, donc de regarder sur toutes les phases du cycle de vie, où sont les grosses briques, où sont les gros impacts, comment les diminuer, et par exemple mettre en place des services numériques qui ne soient pas obligés d'utiliser des équipements qui ont moins de 3 ans. Et pour ça, l'ADEME peut vous aider, on a des dispositifs d'aide, et là on a un dispositif qui s'appelle Econum, avec 50 millions d'euros, qui est financé par France 2030, et qui va permettre de financer des projets innovants en éco-conception numérique, tout type de projet, sur toutes les briques. La sobriété, elle ne fonctionnera que si elle est choisie, hein, ça c'est un poncif. Donc en fait, finalement, ma question, ça serait, est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de données sur l'usage des données, sur ce que ça représente comme impact, pour permettre justement aux décideurs, mais aussi aux citoyens, de faire ces choix informés qui permettront d'aller vers une sobriété choisie et juste. Il y a 2 points vraiment importants. C'est le premier, Martin en a parlé très justement, c'est l'interrogation du besoin. C'est vraiment la pierre angulaire de la sobriété numérique. Systématiquement, avant un projet, se poser cette question-là. Et le deuxième, c'est de massifier les approches cycle de vie pour pouvoir derrière faire de l'éco-conception numérique. Plutôt s'attarder sur le gain en termes d'usage de tout ce qu'on produit et de tout ce qu'on stocke, qu'on structure, qu'on héberge, qu'on distribue. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'il faut s'attarder pour montrer, je dirais, l'impact éco-responsable de toute la démarche. Ces questions, elles sont compliquées, hein, les limites planétaires, on commence tout juste à en prendre la mesure. Mais une note positive, c'est qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé ces recherches, on n'en parlait pas du tout.